Donc avant de commencer, avant de donner la parole à Ivana, on va faire une présentation du jury de thèse pour que tout le monde connaisse un petit peu les personnes qui y sont intervenues. Première chose quand même que je souhaitais faire au nom de l'Université de Toulouse et notamment de l'école de chorale, c'est remercier tous les membres du jury, mais aussi les rapporteurs, parce qu'ils font un travail très conséquent et très important. Et c'est grâce à eux que les soutenances de thèse se passent bien et que la qualité comment ça s'appelle, des évaluations est attestée. Donc un grand merci à tous les trois. Alors donc je vais donner d'abord la parole à chacun va se présenter à Liliane Bell. Oui, bonjour. Donc, je suis Liliane Bell, je suis professeure de statistique à AgroParis. Et ma spécialité, c'est plutôt statistique spatiale des extrêmes appliquée à l'environnement. Et j'ai fait un des rapports. Merci. Stéphanie Maevas. Bonjour, donc je suis Stéphanie Maevas, je suis chercheure à IFREMER en modélisation, plutôt autour de la pêche. Et donc, je m'intéresse à l'utilisation de modèles pour l'aide à la décision. Merci. Pierre Pinson. Oui, je suis Pierre Pinson, je suis professeur à l'Université technique du Danemark, spécialisé dans les mathématiques de la prise de décision sous incertitude, et j'ai écrit un des rapports. Merci. Laurent Dubus. Bonjour, Laurent Dubu, RTE, donc je suis chercheur senior et ma spécialité est sur l'utilisation et l'évaluation des produits et services météo-climatiques pour le secteur de l'énergie, son management au quotidien et puis les problématiques de prospective de long terme. Merci. On va passer maintenant à l'équipe qui a encadré la thèse. Laure Reynaud. Laure Reynaud, je suis la directrice de thèse d'Ivana. Sinon, je suis chercheur à Météo France en prévision numérique du temps. Merci. Robert Fèvre. Oui, Robert Fèvre. On a peut-être oublié Samuel. On a oublié Samuel. C'est mon document. Je vais me présenter après aussi. Donc Samuel Buis, je suis ingénieur de recherche à INRAE à Avignon dans un labo qui s'appelle EMA. Et je travaille sur les méthodes mathématiques pour la modélisation, type analyse de sensibilité, estimation de paramètres de modèles, notamment sur les modèles de culture. Merci Samuel, excusez-moi. Et puis donc Robert Fèvre. Oui, donc Robert Fèvre, je suis chercheur dans l'unité de mathématiques informatiques appliquées de INRAE Toulouse et je suis un des co-encadrants de la thèse d'Ivana. Merci. Et François Brun. Bonjour, je suis François Brun, donc je suis ingénieur à l'ACTAL, réseau des instituts techniques agricoles, et je m'intéresse à l'application de la modélisation ou des statistiques à l'agriculture en général. Et donc je suis un des co-encadrants aussi de la thèse d'Ivana. Merci beaucoup. Bon, et je vais finir par moi-même. Sylvain Coquillage, je suis professeur à l'Université de Toulouse, Paul Sabatier, et j'ai l'honneur de présider ce jury, et je vous remercie tous. Et mille excuses Samuel. Donc maintenant, je vais donner la parole à Ivana qui va aller environ 45 minutes pour nous présenter ses travaux. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer cette présentation, remercier l'ensemble des jurys qui sont réunis aujourd'hui pour cette soutenance de thèse. J'aimerais remercier également mes encadrants qui m'ont guidé toutes ces 3 années et me donner de bonnes pistes pour avancer. Et je remercie également aux experts des instituts techniques, Marc Rénal et Olivier Dedon, avec qui j'ai échangé sur des questions plus techniques. Cette thèse, elle porte sur l'utilisation des prévisions probabilistes au travers des modèles d'agronomie et on va s'intéresser à meilleure utilisation et meilleure estimation de l'incertitude. Pour commencer, je voudrais tout d'abord remercier à Météo France qui m'ont accueilli pendant ces 3 années, mais également à INRAE et ACTA où j'ai passé la plupart de mon temps. Donc, ACTA, mon employeur avec des instituts techniques, Institut français de vigne et Institut de végétal Arvalis, ils ont cofinancé cette thèse avec Digitag et elle s'inscrit dans le projet MétéoBreak. Je remercie également l'Université Paul Sabatier et l'école doctorale pour leur bienveillance vers les doctorantes. Alors, cette thèse, cette présentation, je vais la dérouler en 5 grandes étapes. Donc, au début, je vais commencer par l'introduction,
où je vais positionner le contexte de la thèse et je vais poser des questions, je vais préciser des questions que nous nous sommes posées pendant cette thèse. Et les 3 suivants chapitres, ils vont répondre à ces 3 questions. À la fin, je conclurai. Donc, dans le monde agricole et notamment dans la protection des cultures, on s'intéressait à lutter contre des maladies et des ravagères. Un traitement contre cette maladie, c'est une application de traitement phytosanitaire. Par exemple, ici, sur cette figure-là, vous pouvez voir à nos différentes maladies qui attaquent la grappe en vigne, ou bien en bas, différentes maladies qui vont attaquer le blé. Donc, par exemple, on pourrait remarquer que la fréquence moyenne des traitements appliqués est la plus élevée dans le cas des vignes, notamment qui varie beaucoup selon des régions. Et dans le cas de blé, on a un peu moins, justement en comparant aussi la surface. Mais cependant, ces chiffres restent très élevés. Donc, il y a un plan aux échelles nationales qui s'appelle Ecophyto, qui est en fait qui se base sur l'idée de réduire ces traitements phytosanitaires et tout ça en prenant la stratégie de positionner au bon moment l'application et la date de traitement phytosanitaire. Bon, pour cela, on va faire appel aux modélisations numériques qui va aider aux agriculteurs dans leur prise de décision. Donc, ces outils de l'aide à la décision, qui vont être notés OAD dans la suite, ils sont basés sur les données météorologiques, les données du passé des observations et les données du futur, les prévisions. Cependant, la météo qui est utilisée dans le domaine agricole, il n'est pas tout à fait parfaite. Donc, il en existe des incertitudes. Et donc, pour prendre cette incertitude en compte, dans le domaine agricole, il y a une approche dite l'approche fréquentielle, où par exemple l'incertitude elle est simulée avec, elle est prise en compte avec différentes séries d'observations, par exemple série temporelle des observations. Mais il y en a d'autres approches qui est de plus en plus utilisée dernièrement et qui est proposée par des centres météorologiques, qui est la prévision probabiliste. Donc, nous, on va se concentrer à répondre à la question comment le monde agricole il peut bénéficier de ces avantages de prévision probabiliste dans le but d'une gestion raisonnée des traitements phytosanitaires. Donc, avec cette question en compte, cette thèse elle va s'inscrire à interface parmi les 2 domaines, donc domaine météo, entre les prévisionnistes météo et les ingénieurs et conseillers agricoles qui proposent l'utilisation des OAD. On a vu du coup notamment des chiffres sur l'utilisation des traitements phytosanitaires dans le cadre de la verre de la grappe et dans le cadre des maladies du blé. Donc, pour cela, j'ai utilisé deux outils de l'aide à la décision qui sont proposés par Institut français des vignes et par Institut Arvalis. Alors, le modèle qui simule la verre de la grappe, c'est un modèle qui est basé sur le cumul de la température et par contre, on a le modèle qui simule le développement de la maladie septorieuse qui est basé, qui prend en compte les précipitations et la température. Dans la suite de cette présentation, je vais me concentrer plutôt sur des résultats dans le cadre de la verre de la grappe, sachant que pendant cette thèse, on a fait première simulation et première évaluation dans le cadre, en utilisant le cas d'étude Septolis également. Je vais vous présenter rapidement le concept de modèle EVA. Donc, ce modèle, en fait, il prend en compte le cumul de la température et il simule le développement de verre de la grappe qui est caractérisé par 4 stades. Donc, ce sont les stades œuf, le stade larve, le stade chrysalide ou nymphe et le stade imago. Et donc, on peut observer plusieurs cycles après les imagos qui vont pondre d'œufs, etc. Et on peut observer de 2 à 3 cycles pendant l'année en fonction des régions. Donc, pour faire le traitement, on va regarder quand le cumul de stade œuf il va dépasser un certain seuil critique et en discutant avec des experts, le seuil de 2% et le 15% ils ont été retenus en prenant en compte en fonction aussi de différents traitements phytosanitaires, que ce soit chimique ou traitement de biocontrôle.
Je vais vous présenter aussi le principe de la prévision numérique de temps. Quelles sont les approches et comment cela s'effectue au quotidien. Donc, pour obtenir une prévision numérique de temps, il va falloir connaître deux concepts. Le premier concept, c'est de connaître avec une précision suffisante l'état initial de l'atmosphère. Et le deuxième concept, c'est de connaître avec une précision suffisante les lois qui expliquent l'écoulement de l'atmosphère. Donc, pour le premier, il faudra prendre en compte un réseau des observations et qui vont être plutôt traités avec des algorithmes d'assimilation de données pour nous donner une estimation de l'état initial. De l'autre côté, on a les systèmes de Navier-Stokes qui simulent et qui régissent l'écoulement de l'atmosphère, qui sont résolus via des méthodes numériques sur des supercalculateurs. Bon, cette figure ici, elle résume tout ce que je viens de dire. On va avoir une estimation de l'état initial, les équations numériques, on donnera ça à un supercalculateur et celui-ci va nous produire des prévisions numériques de temps, par exemple à partir de jour J jusqu'à J+2, J+3, etc. qu'on voit ici sur la France. C'est maintenant la prévision météorologique et l'entachée des incertitudes. Pour cela, on va faire un appel on va appeler l'approche probabiliste pour estimer l'incertitude qui lui est associée. Donc, il faudra prendre en compte ces différentes sources d'incertitudes que je viens de mentionner. Par exemple, les incertitudes liées à l'état initial, ils vont être prises en compte en faisant des perturbations et en gardant différents états initiaux perturbés. De l'autre côté, les incertitudes liées à la modélisation, ils peuvent être prises en compte avec différentes configurations de modèles. Donc, cette approche, il est dite l'approche de prévision d'ensemble, et les systèmes avec qui on va mesurer, on va obtenir des prévisions d'ensemble, ça s'appelle les systèmes de prévision d'ensemble, ou bien EPS dans la suite. Donc, l'idée ici, ça sera de ne pas estimer l'état le plus probable de l'atmosphère qui est en fait un produit de prévision déterministe, mais qui va plutôt nous donner différentes prévisions pour échantillonner l'incertitude et la distribution de probabilité de l'état atmosphère. Avec chaque prévision, on aura aussi une probabilité lui associée, la probabilité que cet état se produise. Et donc, il y en a plusieurs systèmes de prévision d'ensemble qui existent dans le monde. La plupart des centres météorologiques, ils en développent et ils en maintiennent en opérationnel différents systèmes de prévision d'ensemble. Par exemple, ici, je vous présente le système AROM EPS qui est à l'échelle locale et qui est en opérationnel à Météo France. Le système ARPEGE qui est à échelle globale également à Météo France. Et le système de IFS-EPS qui est à l'échelle globale également et qui est tourné en opérationnel au centre européen. Donc, la première différence qu'il faudra remarquer ici, c'est que le premier, il s'arrête à J+2. Le deuxième, il va à une échelle un peu plus lointaine, donc jusqu'à J+4. Et le troisième, il va jusqu'à une échelle de J+15. Ici, en noir, je représente les prévisions déterministes respectives. Alors ici, il faudra aussi regarder qu'ils ont différentes résolutions horizontales et spatiales, et également le nombre de membres, ils sont différents. Le plus petit nombre, il y a le système AROM qui a que 12 membres, mais il a une résolution beaucoup plus fine et beaucoup plus élevée. En revanche, ARPEGE, il a 35 membres avec une résolution plus basse et IFS-EPS avec 51 membres. Je vais vous présenter dans la suite comment sont faites des simulations agronomiques en utilisant des données météo. Alors, pour cela, on va distinguer deux étapes. On va avoir une étape d'analyse et une étape de prévision. On va les expliquer sur les figures. Si on regarde la figure en haut, on peut voir que la série temporelle qu'on donne à notre OAD, elle est composée de deux parties. Donc, la partie données d'observation, que vous voyez ici en noir, et la partie données de prévision que vous voyez ici en turquoise. Donc, quand on donne cela à notre modèle agronomique, on va passer à notre simulation agronomique et on va regarder qu'on a une partie qui est associée à la partie d'observation
et une autre partie qui simule le développement de ravagères, par exemple de la verre de la grappe, qui est associée à la partie prévision et qui est montrée ici en turquoise. Donc l'étape que vous voyez ici en noir, c'est l'étape dite analyse, qui fournit les conditions initiales pour l'étape de prévision que vous voyez ici à droite. Et donc, pour obtenir la date de traitement, il y a un seuil de décision. On peut imaginer que c'est la seuil de 15% que j'ai présenté quelques diapos avant. On va regarder l'intersection entre les deux courbes et là où on va obtenir cette intersection, ça sera la date de traitement prévue de l'application phytosanitaire. Et donc, ce que je viens de présenter, c'était pour un nombre ou bien pour une prévision déterministe. Pour faire une simulation d'ensemble agronomique, il va falloir répéter la même procédure, mais pour tous les membres qui sont disponibles dans la prévision d'ensemble. Ici, par exemple, on a N prévisions météorologiques. On va faire la même procédure en couplant cela avec les systèmes de OAD. Et à la fin, on ne va pas obtenir un date de traitement, mais en revanche, une distribution de dates de traitement. Ici, je vous présente un exemple que j'ai choisi pour cette présentation. Par exemple, si on prend les données de la température, ici j'ai pris le site de Bordeaux, donc ce sont les données de la température qui démarrent le 15 juin. On peut voir trajectoire en turquoise qui vont être associées à la prévision probabiliste, la trajectoire en noir qui est associée à la prévision déterministe et comme référence les points en gris qui sont en fait les observations associées. Donc, à quoi ça ressemblent les sorties agronomiques en utilisant ces données? On va avoir les trajectoires qui simulent la dynamique de ravagères avec le même code de couleur, donc en turquoise pour les simulations associées à la prévision d'ensemble, en gris pour les simulations associées à l'observation, et en noir la prévision de l'évolution de ravagères associée à la prévision déterministe. Je représente ici en rouge également les deux seuils de décision, donc le seuil de 2% et le seuil de 15%. Si on prend par exemple le seuil de 15%, on peut voir à quoi ça correspond de la distribution des dates prévues. Donc ici à droite, vous pouvez voir l'histogramme des dates prévues. Ce qu'il faudra retenir ici, c'est la date prévue en gris. Donc ça, c'est la date qu'on appelle la date de traitement de référence et il est obtenu en utilisant les séries d'observations. Cette date, elle va être utilisée à la suite pour évaluer la qualité des dates prévues, donc de la distribution des dates qu'on peut voir ici. Alors, on peut remarquer un support un peu plus large parce que c'est un seuil qui peut être attente un peu plus lointaine dans le temps, mais si on se base pour le seuil de 2%, donc vu que la date de traitement est la plus proche, on est plus proche de la vraie date de traitement, cette distribution elle a un support un peu plus petit. Alors, je vous ai montré des simulations pour le site de Bordeaux, mais pour la présentation à la suite, je vais me concentrer sur différents sites des vignobles qui sont en France. Donc, je les représente ici avec rouge, et ça sont des sites qui seront utilisés pour les simulations agronomiques. En revanche, pour les simulations météorologiques, on a ajouté également 3 sites de septoriose du blé. Et tout ça dans une optique d'avoir une représentation des données météo un peu partout en France. Les données que j'ai considérées sont pour les années 2018 et 2019. Et donc j'arrive à la question que nous nous sommes posées pendant cette thèse. Alors la première question qui nous a intrigués, c'était de répondre à la question comment l'utilisation des prévisions d'ensemble il prévoit les dates de traitement et est-ce qu'elle fait mieux ou pas mieux par rapport aux approches existantes. Donc, comment elle se positionne. La deuxième question que nous nous sommes posée, c'était comment profiter des différents modèles qu'on avait vus pour qu'on puisse en fait faire une combinaison et améliorer leur exploitation au sein des outils de l'aide à la décision. Donc ici, on va expliquer la procédure de construction de prévision d'ensemble cohérente qui était au cœur de cette
thèse et cette problématique, elle a aussi impliqué plein de réflexions. Et la troisième question à laquelle nous voudrions répondre, c'était quelle est la qualité et l'impact des prévisions d'ensemble cohérentes, mais d'un point de vue météo et d'un point de vue agro, donc derrière les simulations agronomiques. Dans la suite de cette présentation, je vais passer à répondre à la question comment se comporte et comment se positionne l'utilisation de la prévision d'ensemble. Alors pour faire cela, je voudrais tout d'abord introduire un critère qui sera un critère d'évaluation de la prévision probabiliste. Par exemple, la vérification, elle peut se faire en utilisant des règles de score et elle a pour but d'évaluer, de comparer la distribution de dates prévues avec une date de référence. Alors pour cela, il y a des critères qui existent dans le domaine météo. Par exemple, une qui est la plus utilisée, c'est le critère CRPS, qui va comparer la distribution des dates prévues avec la date observée. Donc plutôt les fonctions de distribution cumulées, donc CDF, qui est ici représentée en rouge, et la CDF associée à la observation, et on va regarder l'air qui est entre les deux. Donc, plus l'air est petit, ça veut dire que mieux on a une estimation de la vraie date de traitement. Donc, on va viser à obtenir des critères plus petits. Et par exemple, juste pour avoir une idée, on va avoir un CRPS plus petit si, par exemple, ici, l'observation elle tombe à la médiane et si le support de cette distribution est plus petit, pas si large comme c'est représenté sur cette figure-là. Donc, à la fin, on va comparer les deux CRPS, une fois le CRPS de la prévision d'ensemble et de l'autre côté, le CRPS de l'approche fréquentielle. Ici, ce qu'on voit sur cette figure, c'est le CRPS qu'on a calculé pour tous les sites et pour les 2 années en moyenne. En bleu, vous voyez le CRPS pour l'approche fréquentielle et en turquoise, le CRPS associé à la prévision d'ensemble brute en sortant du modèle. Donc, jusqu'à jour J, il y a les observations qui sont utilisées et au-delà de jour J jusqu'à J+15, c'est cette incertitude. C'est cette série temporelle que j'utilise pour représenter l'incertitude. Alors, on a remarqué que un apport de la prévision d'ensemble significatif est observé à partir de jour J+4 jusqu'à jour J+11. Donc, on a 11 jours de la vraie date de traitement. Et cette significativité elle est obtenue en utilisant la thèse de Wilcoxon. Dans la suite, je veux passer à la façon comment on a construit des scénarios cohérents. Donc, on a vu que on a différents modèles, on a différentes échéances, on a différentes résolutions temporelles et spatiales, on a différents membres. Donc, en utilisant la prévision d'ensemble à longue échéance, ça peut nous permettre de faire une anticipation de l'application des produits phytosanitaires. Par contre, la courte échéance ici, elle peut nous aider à affiner et ajuster notre date de traitement prévue. Alors ici, je me suis retrouvée avec plein de trajectoires qui n'ont pas tous les mêmes propriétés. Donc, je me suis posé plein de questions. Comment je pouvais combiner tout cet ensemble de trajectoires disponibles pour pouvoir mieux les utiliser au-delà. Alors, une première représentation de notre approche de scénario cohérente, c'est en fait de passer par les trajectoires disponibles d'arômes, de regarder les trajectoires d'arpège qui sont disponibles sur J+2, J+4 et également les trajectoires de IFS-CPS qui sont disponibles jusqu'à J+15. Donc, par exemple, ici, vous voyez avec des panaches en rose, toujours le même code de couleur, les incertitudes associées à arômes, en orange avec incertitudes associées à arpège, et au-delà, ce sont des incertitudes associées à IFS-CPS. La trajectoire que vous voyez en noir, ça doit être notre trajectoire
de notre prévision d'ensemble des scénarios cohérentes qu'on va l'obtenir en faisant une jointure entre les membres des modèles à haute résolution et avec des membres à plus basse résolution. Mais pour faire cela, d'abord, il faudrait passer par une procédure qui s'appelle la calibration statistique. Et en fait, il s'agit de calibrer la distribution initiale des sorties des modèles, des prévisions d'ensemble des modèles bruts, avec une distribution des observations qui tombe à côté. Donc, l'idée, ça sera de les rapprocher les deux distributions afin qu'on a une distribution corrigée des prévisions météorologiques qui sont plus cohérentes avec des observations observées. Donc, pour cela, il y a beaucoup de méthodes qui existent dans la littérature. Par exemple, on peut le diviser dans les deux grands groupes. La première, ça sera le paramétrique qui prend en compte, qui fait une hypothèse plutôt sur les paramètres à estimer. Donc, elle suppose un loi statistique sur ces paramètres. Et le deuxième sont non paramétriques. Alors, les non paramétriques qui sont plus libres au niveau il n'y a pas des hypothèses, donc on peut dire qu'on n'introduit pas un biais a priori, mais les deux autres, les méthodes paramétriques qui sont également très puissantes, notamment dans le cas comme la température, comme notre cas par exemple, en prenant en compte la température. Alors, ici je divise deux sous-groupes. Par exemple, le premier, ça sera la régression non homogène, qui va essayer d'estimer la loi conditionnelle de les paramètres en question, par exemple la température, sachant différentes prévisions d'ensemble. Par contre, l'approche de BMA, il va plutôt viser à estimer les lois conditionnelles de température, sachant toutes les prévisions d'ensemble séparément, et ensuite, il va faire une loi en combinaison linéaire pondérée. Ici, je vais présenter l'approche que nous avons retenue. Donc, je déjà mentionné le principe de la régression homogène. Alors, dans le cas de la température, il s'agit d'estimer la loi gaussienne. Pour cela, il faudra estimer le mu et sigma, qui sont donnés comme des fonctions affines de la moyenne et de sigma de l'ensemble. Donc, les paramètres qui sont inconnus estimés, ce sont des paramètres qui s'estiment sur une période d'apprentissage. Et l'équation qui nous aide à obtenir ces paramètres, c'est une minimisation de critères CRPS moyenne sur la période d'apprentissage. Cela peut être vu, par exemple, comme la maximisation de la fonction d'invraisemblance, mais dans le cas de la météo, c'était montré que la minimisation de critères CRPS, elle donnait la meilleure estimation de mu et de sigma. Alors maintenant, je me retrouve avec différentes lois pour chaque échéance, pour chaque lieu. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment j'obtiens des membres, parce que je rappelle qu'on est parti d'un ensemble brut, par exemple, qui contient 12 membres. Donc, pour faire cela, il va falloir faire un tirage, que ce soit un tirage aléatoire ou un tirage par quintile. Et il va falloir garder la cohérence temporelle pour obtenir les membres dans le bon ordre. Pour cela, on fait appel à une méthode qui s'appelle ensemble couple coupling. Et en fait, l'idée, ça sera de garder l'ordre des membres qui sont dans notre ensemble de départ, avec la permutation associée qui les caractérise. Et une fois que le tirage est obtenu, il faudra juste les réordonner, et à la fin, il faudra garder la même permutation pour obtenir les prévisions d'ensemble post-traitées avec des membres dans le bon ordre. Ici, je vous présente le CRPS qui a été calculé pour des prévisions brutes et des prévisions post-traitées. Donc ça, c'était dans le cadre de voir comment se comporte notre prévision d'ensemble après la procédure de calibration. Et en fait, alors,
on a ici à gauche, c'est le CRPS de la prévision brute, et à droite, c'est la prévision de le CRPS de la prévision post-retraité. Donc, par exemple, on peut remarquer que les CRPS ils se sont rapprochés entre les trois modèles, donc la calibration elle a marché bien pour les trois modèles. On peut remarquer également que ici, par exemple, ANO, avec un petit plus, on voit qu'à Rome, il est significativement meilleur par rapport à IFS-CPS, c'est mon ensemble de référence, et Arpège, il est moins bonne par rapport aux performances de modèle IFS-CPS. Donc ça, c'est pour la prévision calibrée, mais pour la prévision brute, on a à peu près la même remarque pour le côté significatif. Mais en fait, ce qui n'est pas bon sur la prévision brute, c'est que au départ, on a un grand écart entre les prévisions associées aux trois systèmes. Et donc, vu les comportements et les performances de la prévision d'ensemble AROM, on a décidé de retenir tous les 12 membres d'AROM pour la construction des scénarios cohérents. Donc, sur l'échelle de J à J+2, je représente ici en rose les trajectoires d'AROM. Et donc, l'idée au-delà, ça sera comment ces trajectoires ils vont être poursuivies, comment on va faire la jointure avec les trajectoires qui nous restent à J+2 et J+4. Donc à J+2 et J+4, on a un ensemble de trajectoires associées à arpège IFS. Et une première idée de faire cet raccordement, c'est de faire le tirage aléatoire. Alors le tirage aléatoire va par exemple aller tout simplement chercher et joindre à cette trajectoire ici une trajectoire de IFS par exemple sans contrôler le saut. C'est une trajectoire aléatoirement tirée parmi tout cet ensemble ici. Dans le cadre de la thèse, nous avons proposé deux méthodes de choix de ces trajectoires, de cette jointure, qui sont basées sur la distance. Alors, la distance, elle est en fait calculée sur une période commun de J+2 moins quelques heures. Et en fait, ce qu'il faudra remarquer ici, c'est que une fois cette distance calculée, on va avoir différents algorithmes d'affectation qui vont être derrière. Le premier algorithme qui est un peu naturel, on se dit on va associer avec la trajectoire la plus proche. Cette méthode, il avait un inconvénient d'associer à une trajectoire d'arpège plusieurs trajectoires, une trajectoire qui est la plus proche, mais aussi à une deuxième trajectoire d'arpège, une autre trajectoire qui est la même trajectoire qui était choisie. La deuxième méthode que nous avons choisie, c'était la méthode hongroise. Et en fait, cette affectation, elle va affecter aux trajectoires d'arôme à J+2, les trajectoires disponibles au-delà de J+2, mais tout ça en faisant une correspondance bijective sans qu'il y ait les répétitions entre des membres. Et donc, voilà des critères que nous nous sommes posés, c'est d'avoir un saut minimal, de contrôler le saut, d'avoir une cohérence temporelle et d'avoir la unicité de chaque membre dans l'ensemble. À J+2, il y a également une autre trajectoire, une autre jointure qui pourrait être faite, mais sachant que s'il y a un IFS qui a été choisi à J+2, une deuxième jointure, elle n'est pas nécessaire. Pour cela, la distance que j'ai choisie, c'était la distance DTV. En fait, dans le cadre de l'agronomie, s'il y a une forte précipitation, une forte chaleur qui est décalée de quelques heures, ça n'a pas une importance sur la sortie de modèle dans la même journée. Donc, pour cela, j'ai choisi la distance DTV. En fait, elle compare deux séries temporelles, mais elle ne fait pas une comparaison date à date, mais plutôt elle fait une comparaison avec différentes composantes de deux séries temporelles. Donc, par exemple, ici, avec des composantes IEJ de deux séries différentes. Et l'idée donc de ces distances, ça sera de calculer une matrice de distance cumulée et le schéma optimal, donc c'est l'alignement optimal des différents points, et les données ici en noir. Alors, ce qu'il faudra retenir pour cette distance, c'est qu'il y a quelques paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est la fenêtre dans laquelle on peut faire cet alignement. Et le deuxième paramètre à retenir, c'est le voisinage, dans lequel on va chercher notre schéma optimal. Alors, j'ai fait plein de tests et j'en ai construit du coup plusieurs scénarios cohérents, mais en regardant des performances CRPS,
la période de distance qui était calculée, c'était à J+2 moins 7 heures. La taille de fenêtre qu'on avait choisi, c'était plus moins 1 heure. Et le voisinage choisi, c'était le voisinage de Sako et Shiba. Ici, je vous montre un exemple des scénarios cohérents avec la construction hongroise. Par exemple, ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'il y a un scénario qui a été combiné avec un trajectoire d'IFS à J+2, et il y en a d'autres scénarios également qui ont été combinés avec arpège à J+2 et puis à J+4 avec IFS-CPS, et on a en tout 12 scénarios puisqu'on est parti de 12 trajectoires d'Aron. Voici quelques statistiques sur ces scénarios. Alors, ce sont des statistiques moyennes sur les périodes considérées et sur les sites pour l'évaluation météorologique considérée. Par exemple, la référence est toujours la prévision d'ensemble d'IFS-CPS. Ici, on pourrait voir, par exemple, les sauts entre 48 heures et 49 heures. Donc, le saut, il n'est pas très élevé puisqu'il est en cohérence temporelle sur des sorties des modèles numériques de temps. La stratégie tirage aléatoire, elle nous donne des sauts très élevés, mais on s'attendait puisqu'il n'y a pas une mesure qui contrôle la distance. Et puis, on peut voir les sauts proches pour les deux trajectoires, deux algorithmes d'affectation dont le plus proche voisin est hongrois. Une autre statistique, par exemple, c'était la répétition des membres. Alors, hongrois, on n'a pas testé puisque par définition, il fait une correspondance bijective. Mais par contre, dans la partie, dans notre affectation le plus proche voisin, ici à gauche, je vous présente la répétition des membres à J+2. Et en fait, on a vu que 12, ça veut dire qu'il y a 12 membres uniques qui sont choisis au-delà de J+2. Et on peut voir que, voilà, il y a beaucoup de cas avec 12 membres, mais il y a beaucoup de cas où il n'y a que 11 membres qui ont été choisis, ou bien 7 membres qui ont été choisis, ou bien des cas pathologiques où il n'y a qu'un membre qui a été choisi au-delà de J+2. La même chose pour la distribution à droite, c'était l'analyse de la distribution des membres à J+4. Et en fait, une autre tableau, une autre statistique qui nous montre les pourcentages de membres choisis sélectionnés à 48 heures. Voilà, on pouvait voir pour différentes zones. Le tirage aléatoire, c'est le pourcentage théorique, donc les membres choisis d'arpège sur l'ensemble de tous les membres disponibles J+2. Cependant, on pourrait remarquer différents les pourcentages qui varient. Donc, cela dit, par exemple, les membres d'arpège, ils sont plus loin de celles de arôme pendant la période d'été, mais plus proches de celles d'arôme en utilisant notre distance en période d'hiver. Et donc, je passerai dans la suite pour évaluer ces prévisions d'ensemble cohérentes. Alors, je commencerai par évaluation météorologique. Pour cette évaluation météorologique, je prendrai le même critère CRPS que j'ai utilisé pendant toute cette présentation. On pourrait remarquer ici, alors, une amélioration sur le premier jour, amélioration significative de notre scénario cohérent, puisque c'est grâce aux performances du modèle AROM. Dans la suite, je présente, alors ce sont deux valeurs de CRPS, une valeur choisie par jour, et on a en turquoise le CRPS de IFS-CPS, donc notre critère de référence, notre modèle de référence, et en couleur, on voit en bleu, ce sont les plus proches voisins, en rouge, c'est le hongrois, et en orange, c'est le tirage aléatoire. Donc, ce qu'on pouvait remarquer ici, c'est que le plus proche voisin, il se comporte moins bonne, significativement moins bonne par rapport à l'ensemble de références. Alors, si on fait un zoom sur les premières 2 jours, puisque c'est ça qui nous intéresse, donc on peut voir, voilà, sur les premières 20-24 heures, on a une amélioration significative des scénarios cohérents par rapport à l'ensemble de références. Une dernière
Une dernière évaluation, c'était que j'aimerais vous montrer ici, c'est l'évaluation agronomique des scénarios courants, des prévisions calibrées et des prévisions brutes au travers d'un modèle EVA. Alors, par exemple, ce qu'on pourrait remarquer ici, je vais d'abord présenter sinon la courbe couleur. On peut voir ici une autre courbe qui s'ajoute. Donc, ce sont les trajectoires, les simulations faites avec la prévision brute. En gris, on peut voir les simulations qui sont faites avec la prévision post-traitée et la même code de couleur pour des scénarios courants. Donc, orange, tirage aléatoire, bleu, le plus proche voisin et rouge, les hongrois. Alors, ce qu'on pourrait remarquer ici, c'est qu'il y a un impact de la calibration. C'est nettement mieux d'utiliser la calibration post-traitée et non les prévisions brutes au travers des modèles d'agronomie. En revanche, sur des scénarios courants, on ne peut pas tirer une conclusion robuste puisque ici, on n'a que 8 sites pour 2 années, donc ça fait 16 valeurs. Et en fait, en conclusion plus robuste, elle est un peu plus difficile à tirer. Aussi, un point que je voudrais préciser ici, c'est que le modèle, il a une particularité d'avoir un effet de latence et on ne peut pas voir la variabilité sur le cumul d'œufs sur les 2 premiers jours et notamment les scénarios cohérents, il nous a apporté beaucoup une amélioration significative sur les 2 premiers jours. Donc j'ai regardé un peu localement que se passe-t-il. Donc j'ai choisi ici le Châteauneuf-des-Papes et voilà, on a une amélioration légèrement meilleure de scénarios hongrois par rapport aux d'autres scénarios. Pour conclure, nous avons répondu pendant cette thèse, pendant ces travaux, aux autres 3 questions que nous nous sommes posées. Donc la première, c'était quel était l'apport et le potentiel de la prévision d'ensemble. On a vu qu'il y a un apport significatif de l'utilisation de prévision d'ensemble par rapport à l'approche fréquentielle au travers d'un modèle EVA. La deuxième question que nous nous sommes posée, c'était comment construire la prévision d'ensemble sans couture. Donc pour cela, nous avons proposé 2 stratégies qui sont basées sur la mesure de distance et l'affectation hongroise, elle était celle de montrer les performances et de répondre aux critères que nous avons attendus. Et donc on a fait cet algorithme dans le cadre de la température. Ensuite, pour répondre à la question pour mesurer la qualité de prévision sans couture, on a vu que les évolutions météorologiques sont montrées un apport significatif sur les premières 24 heures d'échéance. En évolution agronomique, elle a montré que l'utilisation des prévisions post-traitées a un impact positif significatif. Par contre, le choix de modèle EVA, il ne semble pas assez sensible aux données météo à courte échéance à cause de l'effet de latence et on n'a pas pu tirer une conclusion sur l'apport des scénarios sans couture. Il y en a beaucoup de perspectives qui restent derrière ces travaux de la thèse. Je les ai séparées en 2 grandes parties. La première, ce sont des perspectives scientifiques. Par exemple, notre méthode qu'on propose, donc c'est une méthode générique. On a appliqué sur le cas de la température, mais on pourrait l'appliquer. Il se peut qu'il y ait une problématique derrière pour faire la jointure des précipitations. Donc, quelle sera la distance qu'il va falloir utiliser? Quel sera l'algorithme d'affectation? Il y en a beaucoup de questions qui se posent derrière. Après, il y a une autre perspective sur laquelle j'ai réfléchi, ça c'était l'extension de cet algorithme dans un cas multivarié, par exemple la température et les pluies en même temps. Et donc ici, il va falloir réfléchir sur des distances qui prennent en compte les 2 séries en même temps. Aussi, on a regardé cela en prenant en compte des incertitudes du météo, mais on n'a pas pris en compte les modèles agronomiques. Donc, par exemple, il va falloir prendre en compte la date de traitement, la référence simulée, etc. Alors, la démarche applicative,
ça sera plutôt de faire valoriser ces travaux d'auprès de la communauté agricole. Par exemple, il y a des plateformes qui sont en cours de construction aujourd'hui pour montrer les qualités de la prévision d'ensemble. Il faudra valoriser ces travaux dans le cadre de Septolis, puisque j'ai fait les résultats pour répondre à la première question en faisant les simulations avec les fréquentiels, mais il faudra faire une calibration et la jointure de précipitation pour pouvoir évaluer cela au travers d'un modèle Septolis. Et à la fin, il y a un autre point que je voudrais mentionner. Aujourd'hui, il y a un outil de l'aide à la décision qui s'appelle Tameo, qui est en fait un opérationnel et qui donne les dates de traitement de septiliose prévues, qui prend en compte les données déterministes, mais une intégration de l'information probabiliste, et sera intéressante pour voir, pour intégrer dans cet outil déjà existant et pour diffuser auprès des agronomes. À la fin, je vous montre quelques références et je voudrais vous remercier pour votre attention.